Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux défis de l'e-commerce à l'international. Ce webinaire fait partie de l'ensemble des webinaires de la semaine de l'e-commerce du service 18-19. Service 18-19, c'est un service d'information et d'orientation des entreprises qui vous assure une réponse personnalisée et rapide. Surtout maintenant, enfin, c'est encore un peu d'actualité avec l'ensemble des primes qui sont octroyées aux entreprises dans le cadre du Covid notamment. Vous voyez tous les gentils conseillers qui peuvent vous aider au téléphone ou par mail à l'écran. Le volet international de la semaine de l'e-commerce, ben, il est assuré par le service export de Hub Brussels. Donc nous aussi, on a de gentils organisateurs avec des tronches, des figures, des visages en couleur. Et notre mission, c'est principalement d'organiser des missions économiques pour 4000 exportateurs bruxellois qu'on connaît, dont à peu près 1600 viennent à nos missions économiques. Mission économique, action digitale, c'est à l'arrêt depuis maintenant presque 2 ans. Et donc, on a aussi complètement basculé dans le canal digital. Et les entreprises ont dû se mettre au digital dans leurs canaux de vente. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant et important pour nous d'organiser des webinaires sur l'e-commerce à l'international, parce qu'effectivement, c'est un canal idéal pour toucher des clients internationaux. Dans le cadre de ce volet international, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Damien Jacob pour tout le volet internationalisation de l'e-commerce. Après Damien, nous aurons Christine Destex vers 11h30 pour les questions juridiques de l'e-commerce à l'international. Cet après-midi, nous verrons la logistique. Demain, on fait un séminaire qui a effectivement un gros succès consacré à la TVA sur le commerce à distance, puisque les règles applicables sont considérablement modifiées à partir du 1er juillet. Et donc là, c'est un gros point d'intérêt. Vendredi, ce sera l'e-commerce vers les pays limitrophes et puis et aussi le Brexit. Avant de commencer, pour mieux se connaître, je vous propose de lancer deux petits sondages pour savoir un petit peu où vous en êtes dans le cadre de l'e-commerce. J'espère que vous le voyez, le sondage, et donc vous pouvez voter. Et donc, à la question de savoir si vous allez vous lancer dans l'e-commerce en 2021, vous êtes 80%, un peu plus de 82% à nous répondre que c'est le cas. Je vois que ce total monte presque à 90%. Donc, je vais essayer d'afficher les résultats. Voilà le résultat pour le premier sondage. 89% d'entreprises qui souhaitent se lancer cette année à l'international. Le deuxième et le dernier sondage concerne votre part de marché à l'e-commerce. Est-ce que vous êtes en dessous des 20% ou au-dessus de 20% de vente à l'e-commerce? Et donc, nous sommes sur un pourcentage 60-40 en fait, bon, un petit 60 quoi. Donc vous êtes quand même une majorité à vendre plus que 20% de votre chiffre d'affaires par le biais de l'e-commerce. Et donc voilà des éléments importants
pour notre orateur. Damien Jacob, il est le fondateur du cabinet conseil Retis, un cabinet qui au départ faisait du conseil IT et qui aujourd'hui est dans le commerce digital. Damien Jacob est aussi formateur dans le cadre de l'e-commerce et il a écrit tout un ouvrage sur l'e-commerce à l'international. Donc il était vraiment la personne la plus indiquée pour vous parler des défis à l'international. Donc Damien, je vais vous passer l'écran. Comme ça, nous pourrons vous entendre et voir votre présentation. Ok, bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être parmi vous et merci à Bruxelles de m'accueillir virtuellement pour effectivement partager avec vous les différents défis pour se lancer et développer son activité d'e-commerce à l'international. On va voir ça ensemble. Je pense que les slides sont pas encore partagés, hein, Laurent. Et donc, normalement, attendez, je vais reprendre la main. Hop, et je vais vous repasser la main. Alors, tac, 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 tac. Voilà, normalement, vous avez reçu la main. Voilà, parfait, Ok, parfait. voilà, ça marche, Merci. effectivement. Voilà, donc on va un peu aborder ces fameux défis pour développer votre e-commerce à l'international. Oui, donc comme Laurent l'expliquait, je suis effectivement actif dans le domaine de l'e-commerce depuis maintenant plus de 20 ans, en ayant une double casquette, une casquette académique, puisque je donne des cours dans ces domaines-là, à HEC à Liège, à l'EFEC à Bruxelles et à l'Université de Strasbourg, qui est un master spécialisé en e-commerce. Et je dirige maintenant depuis une dizaine d'années le cabinet conseil Retis, qui est un cabinet de 4 personnes qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises qui se lancent dans l'e-commerce. À peu près 40% de ceux qui nous sollicitent nous contactent en se lançant dans l'e-commerce, et les 60% restants, ce sont des entreprises qui sont déjà dans l'e-commerce et qui veulent se développer. Et souvent, le développement important qui est envisagé, c'est le développement vers l'international. Donc, on n'est pas une agence web dans le sens qu'on accompagne, on a un petit peu l'équivalent d'un architecte dans un travail de construction. On aide les entreprises à développer leurs projets, mais on ne va pas faire jusqu'à la construction du site. On vérifie si le travail est bien fait, mais on accompagne sur les aspects juridiques, les aspects paiement, logistique, stratégie de développement. Alors, qu'est-ce que je vous propose de voir ensemble? C'est une présentation en 4 parties. Une première partie où on va un petit peu se poser la question, pourquoi on va se développer à l'international? Vers où devrions-nous nous positionner? Deuxième partie qui va aborder le premier défi, qui est la partie un peu communication, marketing. Deuxième défi qui est plutôt un défi organisationnel, le paiement, la logistique. Et un troisième défi qu'on va évoquer, qui est les aspects réglementation, qui seront détaillés dans des webinaires un juste après et l'autre demain sur la TVA. Alors, pourquoi va-t-on s'intéresser à vendre en ligne à l'étranger? Je vais presque vous dire que pour beaucoup d'e-commerçants, le succès dans une stratégie d'e-commerce, c'est de se positionner dans une niche, dans un petit domaine, d'avoir trouvé un secteur sur lequel on pense avoir une bonne proposition de valeur, hein, et un bon produit ou un bon service. C'est souvent un tout petit domaine qui va peut-être toucher seulement 1% de la population. Je pense à quelqu'un qui vend des kayaks. Bon, c'est pas un produit que tout le monde va acheter, en tout cas surtout soi-même. Vendre des kayaks en Belgique, bon, il y a eu un petit coup de pub l'année dernière pour les kayaks, mais l'air de rien, c'est quand même pas un marché très important. Et donc, un e-commerçant qui veut vendre, qui veut se positionner dans cette niche-là, s'il se limite à la Belgique, et surtout s'il se limite encore en plus à la Belgique francophone, eh ben, il n'aura certainement pas assez de clients pour pouvoir en vivre. Donc, pour beaucoup d'e-commerçants, c'est nécessaire de se développer à l'international pour atteindre une taille critique de chiffre d'affaires et pouvoir en vivre.
De notre expérience, on a plutôt, je crois qu'on est largement à plus de 200 e-commerçants que nous avons accompagnés. La plupart des e-commerçants vivent d'ailleurs avant tout du marché français. C'est pour beaucoup d'e-commerçants belges, francophones, c'est 80% du chiffre d'affaires qui est fait en France. C'est vraiment très standard et la Belgique est minoritaire et du côté néerlandophone, on trouve à peu près le même type de proportion par rapport à la Flandre ou surtout par rapport au marché un peu plus large anglo-saxon. Donc c'est déjà une première raison pour vendre en ligne à l'international. Vendre en se basant que sur le marché belge n'est pas possible. Alors que dans un magasin physique, ben, évidemment, on va plutôt tenir compte de sa zone de chalandise géographique autour du magasin. Deuxième argument, c'est qu'en fait, c'est souvent plus facile et moins coûteux d'exporter en ligne que de le faire via un réseau de magasins physiques. Réseau de magasins physiques, ben, c'est beaucoup d'investissements, c'est du personnel pour se déployer par exemple en Europe. Ben, vous en êtes bien conscient, avoir développé un site web coûte beaucoup moins cher, enfin globalement, en tout cas surtout à une première phase de lancement, que de développer ce genre de réseau. Donc on peut très facilement, quand même proportionnellement, rapidement et de façon moins coûteuse, se développer à l'international. Et puis pour ceux parmi vous, là, il y en a quelques-uns qui sont déjà actifs à l'international, ben vous êtes peut-être déjà actifs à l'international simplement parce que même si vous ne l'avez vraiment pas spécialement recherché, il y a des gens qui sont venus vous trouver peut-être à l'autre bout du monde pour acheter votre produit parce que le web n'a pas de frontières et donc ben, quelqu'un qui a un traducteur automatique du français vers, je sais pas, vers le mandarin, ben, il est peut-être tombé sur votre site ou vers le portugais et un Brésilien est tombé et acheté, peut-être demandé en tout cas acheter vos produits. Donc très difficile, on ne va pas exclure un client et donc il est très probable que vous avez dû vous dire il faut accepter une vente à l'international et puis après vous dire mais pourquoi je ne développerai pas ce business-là. Alors, on va aussi se dire maintenant, ben, vers où devrions-nous un petit peu cibler notre activité à l'international? Alors, il faut se rendre compte que si on prend le cas, on va se limiter pour l'instant à l'Europe, les trois principaux marchés à l'e-commerce sont le Royaume-Uni dans l'ordre, et dans le deuxième et le troisième, c'est à peu près à égalité, c'est l'Allemagne et la France. Trois pays qui, à eux seuls, si on tient encore compte que le Royaume-Uni fait partie de l'Europe, pas de l'Union européenne, hein, mais de l'Europe, ben, ces trois pays font 60% de l'e-commerce. Donc déjà, si on cible ces trois pays, on a une masse considérable de volume de vente potentielle, puisque ces trois marchés nationaux font quasiment les deux tiers du commerce en ligne en Europe. Et je vais surtout souligner le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni est un succès, enfin, rencontre un succès considérable au niveau e-commerce. D'ailleurs, contrairement à une idée que l'on a, il y a beaucoup plus proportionnellement d'e-commerce au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Donc, l'e-commerce a beaucoup plus de succès proportionnellement au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Au point où vous voyez, l'e-commerce au Royaume-Uni, c'est 2 fois plus important qu'en Allemagne. Pourtant, ben, l'Allemagne est en termes de population plus importante que le Royaume-Uni. C'est vraiment un marché très 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 mûr au niveau de l'e-commerce. Hein. Alors, vous voyez à droite une petite carte de l'Europe où on voit les régions qu'on appelle enfin, au niveau administratif NUTS 2 qui indiquent au niveau statistique le pourcentage de gens qui ont acheté au cours des 12 derniers mois. Et vous voyez que globalement, ben, le Royaume-Uni, évidemment, est largement au-dessus des autres. Et puis vous voyez l'Allemagne, vous voyez les Pays-Bas, vous voyez la Suisse et vous voyez les pays scandinaves qui se distinguent très nettement des autres pays et qui se distinguent en particulier des pays de l'Europe, je veux dire du Sud, du Sud-Est, où là, il y a une vraie fracture. On voit d'ailleurs une fracture assez forte entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, entre le Nord et le Sud de Rome. Hein. Pareil un petit peu vers l'Espagne, où on voit évidemment la Catalogne, les Pays Basques, beaucoup plus pro-numérique que le reste de l'Espagne.
Et puis, vous voyez un peu l'Europe de l'Est entre les deux. Donc, c'est déjà aussi intéressant, évidemment, de tenir compte des endroits où le marché est mûr, mais parfois aussi, ça peut être le contraire. Ça peut se dire, le marché est en plein développement, l'Italie du Sud peut-être, le Portugal, ce sont des zones peut-être intéressantes à capter parce que la clientèle, pour l'instant, elle n'était peut-être pas encore sur le web, mais elle va y être. Et ça veut probablement dire qu'il y a pour l'instant peut-être un peu moins de compétition que des marchés comme la Scandinavie, où là, évidemment, le consommateur est très, très rodé au numérique, très exigeant, et on sera peut-être plus difficile à se faire une place. Donc ici, vous voyez un petit peu le pourcentage de gens qui achètent en ligne donc au cours des 12 derniers mois. Et vous voyez aussi la progression qu'il y a au cours du temps. Donc effectivement, on voit une progression qui est moins forte dans les pays scandinaves, qui sont déjà un score élevé, que quand on voit par exemple la Croatie, où vous voyez qu'en 5 ans, on a augmenté de plus de 30% le nombre de consommateurs qui achètent en ligne. Alors peut-être un autre élément qui peut vous intéresser, c'est d'analyser quels sont les pays qui sont prêts à acheter ailleurs que auprès de leurs propres concitoyens, auprès de leurs propres boutiques en interne, au niveau national. Et un peu sans grande surprise, on y trouve les petits pays comme le Portugal, comme le Luxembourg, comme la Suisse, où on trouve une grande proportion de la population qui est prête à acheter dans une boutique en ligne à l'étranger, qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas nationale. Inversement, vous voyez, c'est pas facile de convaincre un Italien d'acheter dans une boutique en ligne qui n'est pas italienne, puisque là, on se retrouve avec moins de 15% d'achats en ligne transfrontaliers. Il faudra faire beaucoup plus d'efforts pour les convaincre. Il faudra peut-être se faire passer pour un Italien, en tout cas avoir une approche tout à fait différente que ce que l'on attendra d'un Autrichien, par exemple. On voit d'ailleurs que ce n'est pas du tout lié à des aspects purement nationalistes d'achat, donc on trouve le comportement qui n'est pas tout à fait identique en e-commerce par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres domaines économiques. Et alors la réalité du terrain, c'est cela. En Belgique, vous voyez le pourcentage de boutiques en ligne qui se positionnent sur des pays à l'étranger. Et vous voyez que l'essentiel des e-commerçants belges s'intéresse à évidemment vendre dans les pays limitrophes. Ce qui est un peu anormal, c'est le pourcentage si faible d'e-commerçants actifs vers le Royaume-Uni. C'est probablement une erreur d'être aussi peu présent vers le Royaume-Uni, même si évidemment, on en parlera parce que je pense qu'il y a un webinaire spécialement sur le Brexit. La situation vers le Royaume-Uni n'a pas été, n'est plus facilitée comme ça pouvait l'être auparavant, et évidemment, puisque on entre maintenant dans des procédures surtout administratives en fait qui vont compliquer l'exportation vers cette destination. Vous voyez qu'on met le Royaume-Uni au même niveau que les États-Unis, alors que ça devrait être nettement plus important. L'Allemagne aussi devrait être un pays plus actif. Alors, vous voyez aussi le montant moyen du panier d'achat et que justement, vers les marchés éloignés, les paniers d'achat sont en général plus élevés, donc aussi un intérêt à s'y positionner. Et puis, il y a le taux de croissance du marché, qui peut être aussi un élément à prendre en considération sur le long terme. Et vous voyez qu'il y a des pays émergents qui engendrent, où on observe un taux de croissance très, très important de l'e-commerce. Vous voyez l'Inde, en termes évidemment de marché, c'est considérable. Et on peut peut-être aussi parler de la Turquie et de l'Indonésie, qui sont des marchés nationaux assez uniformes et qui présentent un très fort taux de croissance. Alors, il y a peut-être un outil qui peut vous aider aussi un petit peu à analyser les pays à cibler, qui est un outil fourni gratuitement par Google. Vous savez, quand Google fournit un outil gratuit, comme tout outil gratuit, il y a toujours une petite compensation qui est derrière, qui est d'avoir quelques données sur vous et votre business. Pas spécialement en termes d'espionnage industriel, mais plutôt en termes de valeur marchande auprès d'annonceurs. Mais
disons quand même que c'est gratuit, mais c'est pas mauvais. Au contraire, ça peut être utile pour vous d'utiliser ce genre d'outils pour identifier des marchés, parce que en fonction de ce que vous du produit ou des services que vous offrez, ben, cet outil-là va analyser ben, évidemment les mots-clés correspondant à votre activité et va analyser ben, par rapport aux requêtes qui ont été faites dans, les moteurs, dans ces moteurs de recherche, ben, quelles sont l'origine des visiteurs qui ont fait des requêtes sur ces mots-là. Et donc, va vous montrer une petite carte comme ça, vous voyez du monde, en définissant ben, les 3 principaux marchés recommandés sur base donc des analyses de requêtes et sur base évidemment d'éléments macroéconomiques que Google a rajoutés et qui vont comme ça vous permettre d'avoir une petite estimation du revenu que vous pourriez avoir, de la facilité de faire des affaires dans ces pays-là. Donc là, c'est sur base d'éléments macroéconomiques que Google a rassemblés. Et ça peut donc un peu être une manière de vous aider à faire peut-être une étude de marché, en tout cas une pré-étude de marché à l'international, hein. Je pense que ça fait partie des outils qui sont donc non coûteux et qui vous permettent déjà de bien débroussailler le terrain. Bon, je vous recommande, surtout s'il y a un enjeu économique important, à aller au-delà de cela, peut-être rencontrer des attachés économiques que Hub Bruxelles et d'autres acteurs vous proposent pour avoir un feedback de terrain, pas uniquement un feedback comme ça purement quantitatif, mais aussi un feedback de voir quel est le ressenti du consommateur par rapport à votre produit dans ces pays-là. Voilà ce qu'on peut obtenir de ce genre d'outils sur base d'une simulation où on se dit, voilà, on est actif en Belgique, on a ce site web qui vend du mobilier et on voudrait savoir quels sont les pays porteurs. Alors ici, je pense que l'outil, bon, il est pas, il y a de l'intelligence artificielle, mais peut-être pas suffisamment évolué pour se rendre compte que ce n'est pas pertinent dans le cas de cette entreprise-là d'aller aux États-Unis, mais bon, la France et l'Allemagne, bon, c'était tout à fait sensé. Donc ici, on vous indique ben, quel est par rapport à ce type de produit, par quel type de plateforme aussi on va consulter un site actif dans ce domaine-là. On va vous dire si c'est important de miser sur la tablette, par exemple, pour présenter votre offre. Donc, des éléments peuvent vous aider à vous positionner. Alors maintenant, on va un petit peu aborder les défis. Les principaux défis que vous allez devoir relever pour développer votre activité en ligne. Je les ai donc regroupés en 3 grandes catégories. On va commencer par les premières, un peu les particularités du marché, linguistique, culturel. On va après parler des aspects un peu organisationnels, le paiement, la logistique, et puis enfin les aspects réglementaires. Alors, les particularités linguistiques, culturelles, bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer évidemment que l'Europe n'est pas uniforme. L'histoire de l'Europe est complexe depuis des millénaires et ben, c'est un patchwork de langues, c'est un patchwork de cultures. Et on va devoir se plier à tout cela quand on veut vendre à l'international. Et comme vous en doutez, ben, il ne suffit pas d'avoir un site en anglais pour pouvoir vendre en Europe partout. Et bon, une société américaine, au début, elle y croit et puis elle se rend vite compte que si elle ne change pas d'attitude, ben, elle n'arrivera pas à vendre uniquement avec son site en anglais, surtout si elle s'adresse à des consommateurs finaux. Donc, on va devoir tenir compte de ces particularités, et même parfois quand on s'exprime dans la même langue, eh ben, on n'a pas tout à fait la même manière de présenter les choses. Alors, un petit clin d'œil avec l'actualité de ces jours-ci, voilà, une société qui vend des t-shirts pour des fans de foot notamment, eh ben, un site en français et un site dans les différentes langues. Et ici, ben, vous voyez la version belge. Hein, regardez bien les photos. Hein, regardez bien les deux vedettes, les deux personnes mises en évidence. Là, c'est pour le site en Belgique. Et vous avez évidemment la version pour le site en français.
Alors, c'est clair que si je mets la première version pour les Français, ça ne marchera pas trop bien et inversement, hein. C'est un petit clin d'œil ici pour attirer votre attention. Bon, ici, c'est évidemment un sujet très, très touchy. J'entendais ça à la radio tout à l'heure, mais dites-vous que parfois c'est beaucoup plus subtil, mais ça reste malgré tout évidemment important de bien présenter son offre en l'adaptant au ressenti que peuvent avoir les personnes que vous ciblez, même quand c'est la même langue, hein. Et les termes, évidemment, varient. Alors ici, c'est aussi un petit peu, je voulais un petit peu avoir un petit clin d'œil avec vous, mais vous voyez ce genre de carte qui indique les expressions utilisées selon les régions, en montrant les régions francophones belges et francophones suisses aussi. Et bah, vous voyez que on n'a pas tout à fait les mêmes termes dans une même région pour parler finalement de la même chose, hein. Donc, je prends le pichet, la carafe, la cruche, ben oui, c'est dans le domaine de l'ORECA, hein, des termes à adapter. Déjà, les règles sont juridiquement, enfin, c'est déjà différent. En Belgique, on n'a pas le droit de demander à un restaurateur de nous offrir une cruche ou un pichet ou une carafe d'eau, mais en France, la loi oblige le restaurateur à fournir ça gracieusement. Et vous voyez que pour demander ce terme-là, enfin, pour demander ce service-là, on a différents termes, hein. On va prendre par un autre exemple, hein, préparer une endive, couteauduchef.com, un site français. Ben oui, en endive, c'est un terme bien français. Ben, pour le belge, endive, ça sera le chicon. Et il faut s'adapter de cette manière-là en tenant compte de cela. Donc, ça veut dire évidemment sur son site web, mais ça veut dire aussi quand vous faites du référencement naturel, important de se demander quels sont les termes que l'internaute va taper. Bon, le français va taper endive, il va pas taper chicon sur Google, hein. Et quand vous allez faire de la publicité payante, hein, enfin des AdWords, donc des ads, des mots-clés sponsorisés dans Google, ben, vous allez aussi devoir tenir compte des expressions tapées par les internautes dans ces différents pays. Ça demande une certaine réflexion, de bien s'adapter à cela, et on le voit notamment quand on cible des requêtes en anglais, on doit le faire de façon différente, en tenant compte des Anglais qui parlent l'anglais d'Oxford, l'américain, mais aussi l'allemand qui maîtrise moins bien évidemment l'anglais, qui va peut-être pas taper de la même manière sa requête sur Google, parce que bon, il va pas utiliser, il va pas faire une phrase complète par exemple, et donc il va pas utiliser certains mots de liaison. Donc important de bien s'adapter à cela par rapport au contenu de son site, hein, par rapport au référencement naturel, et par rapport et aussi au référencement payant si vous prenez si vous faites des publicités. Or, le consommateur n'a pas non plus le même type d'attitude par rapport aux nouvelles formes de consommation, formes de consommation ludique. Et bah, vous voyez ici un pourcentage évidemment différent selon l'âge, hein, des formes de consommation d'achat, par exemple sous forme de live shopping, hein, peut-être je vais dire un mot, live shopping, donc c'est une approche qui est en plein boom, qui vient surtout de Chine pour l'instant, enfin qui a un grand succès en Chine, qui consiste en fait à faire, si je peux me permettre, un peu du téléachat. Donc, on va demander à des influenceurs ou des personnes qui ont une certaine renommée de faire une démonstration en temps réel d'un produit, faire une démonstration de maquillage, par exemple. Et donc, cette personne-là va se filmer en train d'essayer le produit en live et c'est inciter évidemment les gens après à acheter le produit par imitation, hein, comme le faisaient très bien les Pierre Bellemare et autres dans les émissions de téléachat. Ben, il y a cette version-là qui est en plein développement sur le web. Et vous voyez, ben, dans certains pays, on est beaucoup plus réceptif à ce genre de mode pour l'instant que d'autres. Il faut en tenir compte. Donc, on obtiendrait probablement pas loin de 80 ou 90% pour faire un petit clin d'œil sur l'adaptation des termes en fonction des pays pour la Chine.
on obtiendra certainement beaucoup moins. En Belgique, à mon avis, on est pour l'instant en dessous de 60% des consommateurs qui sont pour l'instant réceptifs à ce genre de mode d'achat. Les avis des consommateurs, ben, vous voyez, ça dépend des pays. Dans certains pays, on va en tenir beaucoup compte des avis des autres et dans d'autres, beaucoup moins. Et c'est pas forcément lié à des cultures linguistiques, hein. Voyez que vous voyez l'Allemagne qui est au-dessus d'autres pays comme le Danemark qui sont pourtant a priori assez proches. Ben, on ne trouve pas du tout le même pourcentage et voilà, on trouve pas. Personnellement, je ne vois pas tellement d'explications sur ces différences-là, mais elles ne sont pas négligeables. Visiblement, l'Italie, on a l'air de tenir beaucoup compte des avis des autres pour acheter un produit. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut en tenir compte? Ben, si on veut vendre en ligne vers ces pays-là, on a tout intérêt évidemment à récolter les avis, à les publier sur son site pour susciter la confiance et donc augmenter ce qu'on appelle le fameux taux de conversion, le pourcentage de gens qui vont passer commande. Alors c'est encore ici un petit tableau encore un peu plus complexe qui vous montre selon les pays les différentes modes de marketing, comme par exemple un comparateur de prix. Ben, vous voyez que ben, il y a des pourcentages parfois dans certains pays très faibles d'intérêt pour ces modes-là et dans d'autres pays, au contraire, c'est un mode de marketing qui va avoir beaucoup de succès. Donc il y a les comparateurs de prix, enfin les avis des consommateurs en quatrième ligne. Vous voyez l'influence évidemment quand ce sont des likes qui viennent de vos amis, qui peuvent être aussi différents selon les pays. Donc c'est des éléments à prendre en considération. La manière dont vous allez faire du marketing va changer assez fortement en fonction des pays. Je vais vous dire aussi surtout, tenez compte de la maturité de l'e-commerce dans ces pays-là. Donc, on va absolument pas s'adresser de la même manière au Royaume-Uni et en Scandinavie, qui sont des pays où l'e-commerce est très très développé, par rapport à l'Espagne, l'Italie ou ce genre de pays où ben, le consommateur est encore en train de découvrir l'e-commerce, donc plus prudent, mais aussi peut-être positivement moins exigeant que ne peut l'être un consommateur anglais qui a pléthore de concurrents auxquels il peut faire appel et va être hyper pointilleux sur le service qu'il attend. Et il attend quelque chose de parfait parce qu'il est déjà habitué à avoir un service impeccable. Et au Royaume-Uni, un e-commerçant qui ne propose pas un service impeccable, il a déjà disparu de la circulation. Il n'a pas pu tenir. Tellement il y a des gros acteurs qui ont grossi et qui imposent leur positionnement. Au Royaume-Uni, il est par exemple presque anormal de proposer un retour qui ne serait pas gratuit et un retour qui ne serait pas gratuit dans les 100 premiers jours. Légalement, le droit de rétractation est de 14 jours minimum, donc on ne peut pas faire en dessous de 14 jours, mais au Royaume-Uni, ben, finalement, entre les acteurs, il y a une surenchère, et il y en a un qui s'est dit, bah, tiens, je vais proposer 100 jours, parce que 100 jours, c'est joli. C'est commercialement très facile à dire, hein, chez moi, on peut revenir, retourner les produits vous pouvez les essayer, les garder pendant 100 jours, et si ça ne vous convient pas encore, jusqu'au 100e jour, vous pouvez le retourner. Bah, il y en a un qui le fait, et puis il y en a un autre qui le fait, puis il y a un leader qui le fait, un grand acteur comme Costco, et qui va imposer après à tous les autres de faire pareil. Donc, si vous venez en disant ah, chez moi c'est le retour 14 jours et en plus c'est payant, bah, dites-vous que le consommateur qui a 5 autres concurrents à côté de vous, ou même 50 autres, il va dire bah, pourquoi le Belge là il propose 14 jours, c'est ringard ça. Non, je vais pas aller chez un truc qui est là. Bah, si j'ai envie de retourner mon produit après 80 jours, je veux pouvoir le faire. Donc tenez compte évidemment de la compétition et du degré de maturité. Tandis que bah, vous proposez ça pour l'instant sur le marché français, bah, 14 jours en général, ça sera accepté. En Allemagne, bah, 14 jours, ça ne sera pas suffisant. Il faut dire 14 jours, mais le retour gratuit. Hein. Parce que si le retour n'est pas gratuit en Allemagne, bah, vous n'aurez pas beaucoup de succès. Hein. Alors, les grands acteurs internationaux, ils ont tout bien compris cela. N'hésitez pas à les imiter.
Hein, je rappelle qu'évidemment, on ne peut pas copier techniquement ce qu'ils font, mais s'inspirer, on a tout à fait le droit juridiquement de reprendre des idées. Les idées ne sont pas des propriétés intellectuelles, on peut s'inspirer des bonnes idées que ces grands acteurs prennent. Et bon, Booking, il a adapté son portail de façon très efficace en fonction du pays de consultation. Et il y a des petits détails qui font la différence entre si vous êtes un Belge néerlandophone qui consulte le site ou un Néerlandais, vous n'avez pas le site exactement de la même manière. Hein. Pourtant, c'est la même langue, mais vous n'avez pas les mêmes couleurs. Vous avez étrangement plus d'orange sur la version hollandaise que sur la version belge. Et il y a évidemment chez Booking, qui est, je rappelle, d'origine une société hollandaise, bah, elle sait qu'aux Pays-Bas, bah, il y a une sensibilité au prix qui n'est pas la même que pour un Belge néerlandophone. Donc, on ne va pas présenter les choses exactement de la même manière. Et bon, cette stratégie, ils l'ont déployée sur l'ensemble du monde, puisque maintenant, bah, Booking, c'est plutôt une société américaine qu'une société hollandaise. Hein. Voilà, donc ce que je vraiment souhaite accentuer, bah, évidemment, on va penser à traduire le site, hein, ça c'est la première chose auquel on pense, mais aller au-delà de la traduction, tenez bien compte des habitudes culturelles dans les différents pays vers lesquels vous visez. Hein. Petite parenthèse, hein, pour la traduction, ça vaut vraiment la peine évidemment de faire appel à un professionnel pour faire cela. C'est un élément de crédibilité qui est en jeu, donc ne vous contentez évidemment pas de faire des traductions automatisées pour votre site. Si vous en êtes à ce stade-là, alors mettez juste l'outil de traduction pour les utilisateurs, mais ne vous montrez pas que vous avez un site qui n'est pas parfaitement traduit. Il y a très vite des erreurs qui peuvent être faites, surtout sur des petits termes. Hein. Si vous avez des petites phrases, ben, l'outil électronique ne peut pas comprendre le contexte et va souvent traduire de travers votre texte, qui peut avoir un très mauvais impact. Hein. Voilà, ça c'était pour le premier défi, un peu un défi marketing, en tenant compte des aspects culturels, linguistiques. Deuxième défi, ben, c'est un peu un défi opérationnel. Or, deux éléments qui vont jouer, c'est le paiement et c'est la logistique. Alors, hein, d'abord, un petit mot sur le paiement. On va se dire, paiement, ah, on va aller à l'international, c'est super, il y a des moyens pour encaisser partout, c'est les cartes de crédit et c'est PayPal. Deux moyens de paiement internationaux. Super, c'est vrai. Ben, sauf qu'on va le voir, il y a toute une série de pays où ben, ces cartes-là ne sont pas si répandues que cela, voire même on utilise d'autres systèmes qui sont beaucoup plus considérés en matière d'e-commerce. Donc en fait, une bonne manière de se planter, c'est de proposer un site internet où on n'a que moyen de payer par carte de crédit ou par PayPal. Ça, dites-vous que la plupart du temps, vous allez vous planter en Europe. Et dans certaines destinations, je vais prendre l'exemple de la Chine, ben, vous proposez ces deux moyens de paiement, et un Chinois ne sait payer avec aucun des deux. Pourquoi? Ben, PayPal, il y a une grande muraille électronique en Chine, comme vous le savez, qui empêche toute une série de consultations par des Chinois, et il y a toute une série de services qui sont soit interdits, soit ont été remplacés par un service tout à fait équivalent en Chine. PayPal, ben, un Chinois ne peut pas avoir un compte PayPal. Par contre, il peut avoir un compte Alipay et WeChat vont pouvoir fonctionner. Visa, Mastercard, eh ben, il faut bien se rendre compte qu'un Chinois ne peut pas avoir une carte Visa ou une carte Mastercard auprès de sa banque. Non. Il y a un système national de paiement par carte de crédit et ben, Visa et Mastercard sont acceptés quand nous allons dans un magasin en Chine, mais le Chinois n'aura pas une carte Visa, une Mastercard pour acheter sur le web. Donc, il faudra absolument s'adapter si vous visez ce genre de marché.
Et en Europe, on va voir, c'est beaucoup plus complexe aussi parce que ces moyens-là existent, elles ne sont pas bloquées, mais il y en a d'autres qui les ont remplacés ou en tout cas ont une part de marché significative. Alors, il y a les moyens de paiement, donc je parlais de WeChat Pay, d'Alipay pour la Chine. Il y a différents moyens de paiement que vous pouvez proposer. Donc, ici, vous voyez toute une série de moyens de paiement. Il y a Maestro qui est donc une carte de débit hein, qui entre dans le même type de schéma de paiement que Bancontact. Bancontact, ben, évidemment, c'est purement belge. Hein. Vous avez le virement bancaire qui marche très bien dans certains pays. Vous avez le système de paiement à la facture qui peut être automatisé automatisé sous forme de domiciliation bancaire, comme on appelle ça en Belgique, mais au niveau international, on appelle ça le prélèvement bancaire. Donc le prélèvement bancaire, ben, c'est ce qu'on accepte de faire en Belgique souvent pour les fournisseurs d'électricité, d'eau, où on autorise ces fournisseurs à retirer de l'argent directement sur notre banque sur présentation d'une facture enfin sur notre compte bancaire directement sur présentation d'une facture. Bah, dans d'autres pays, et c'est tout à fait possible évidemment techniquement en Belgique, ça peut fonctionner aussi pour des e-commerçants. Donc on peut demander, autoriser un e-commerçant d'aller se servir directement sur notre compte bancaire pour régler une facture qu'on lui doit. Donc, dans certains pays, bon, ça semble être tout à fait normal de payer comme ça. Et puis en Belgique, par exemple, ben, pour l'instant, psychologiquement, on est un peu difficile à accepter de donner ce mandat-là à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui est une petite structure, ou une structure en tout cas privée. Hein. C'est purement psychologique. Parce qu'en fait, évidemment, les banques ne vont pas trop en parler, mais depuis la norme CEPA en 2015, en fait, quand vous accordez un mandat de prélèvement bancaire CEPA, vous avez ce qu'on appelle une répudiation possible. Et cette répudiation possible est au moins de 8 semaines. Donc, pendant les 8 premières semaines, vous pouvez contacter votre banque, ou simplement aller d'ailleurs dans l'interface de web banking, et dire que tel prélèvement qui a été fait par telle société, ben, vous voulez l'annuler. Et la banque, ne peut pas s'y opposer. Donc la plupart des banques, d'ailleurs, ça se fait automatiquement sur l'interface de web banking. On va aller sur l'interface et dire, voilà, ce retrait-là, je veux l'annuler. Et instantanément, l'argent, vous le récupérez. Donc en fait, psychologiquement, la crainte qu'on en a que quelqu'un en profite, ben, elle est enlevée, puisque normalement, enfin, ce n'est pas une réalité, hein, cette crainte-là, parce qu'on peut récupérer l'argent. Évidemment, si l'argent est récupéré de façon indue, le vendeur peut lancer une procédure, mais si la facture est par exemple erronée, qu'on nous retire 1000 euros à la place de 100, ben, il suffit d'aller, on n'a même pas besoin d'aller prévenir le vendeur pour récupérer l'argent. Donc, ce qui, en Belgique, est pour l'instant pas encore facilement accepté, dans d'autres pays, est au contraire tout à fait courant d'accepter qu'un e-commerçant règle de la sorte. Je reprends l'exemple de PayPal aussi. Dans certains pays, PayPal est considéré comme étant un moyen très sûr de paiement et dans d'autres, absolument pas sûr. Et c'est aussi complètement psychologique. Parce qu'en fait, PayPal, techniquement, c'est un système qui est absolument pas sûr. Une banque n'aurait jamais eu le droit de pouvoir développer ce genre de solution parce qu'il suffit juste d'un login et d'un mot de passe pour valider, en tout cas au début, un transfert. Il n'y a rien de plus de moins sécurisé que cela. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de phishing, autant de gens qui essaient de se faire passer pour PayPal pour obtenir notre login et notre mot de passe. C'est pour ça un login et un mot de passe vaut aussi cher sur le dark web. Hein. Ça vaut de l'ordre de 200 dollars à peu près, hein, ce genre un login et un mot de passe. Parce que c'est très peu sécurisé et avec ça, on peut retirer de l'argent. Donc, techniquement, c'est absolument pas sûr, mais psychologiquement, les gens vont dire oui, beaucoup vont accepter de payer par PayPal parce qu'ils savent que PayPal, derrière, ben, il y a une garantie qui est en fait une genre d'assurance que s'il se passe quelque chose, ben, on sera remboursé. Et ben, selon les âges et selon les pays, ben, on va peut-être considérer que c'est un moyen très sûr et d'autres pas du tout. Si vous demandez à des personnes qui ont plus de 60 ans en général de payer par PayPal, vous leur proposez que PayPal, ben, vous aurez peu de gens prêts à acheter parce que ben, ils ne connaissent pas cet outil-là ou ils ont un peu plus méfiance, un peu trop numérique dans leur esprit que si on leur parle de retirer par Bancontact, par exemple.
Donc, il faudra choisir les bons moyens de paiement en fonction des pays. On va voir que dans certains pays, il y a des moyens de paiement qui l'emportent par rapport à d'autres. Et puis, il faudra choisir des bons prestataires de paiement. Alors, je vous ai donné quelques noms ici. Dites-vous que c'est un domaine qui est en plein développement, qu'il y a des nouveaux prestataires presque tous les jours, que c'est fini l'époque où il y avait, par exemple en Belgique, un acteur qui était historique, hein, qui était Ogone. Ogone, maintenant, il a été racheté par Ingenico et maintenant, c'est le groupe Worldline. Il y a toute une série d'autres acteurs qui sont dans ce domaine-là, donc n'hésitez pas à faire jouer la compétition entre ces acteurs et voir lequel vous convient le mieux en fonction des pays d'ailleurs que vous allez cibler, en fonction des moyens de paiement que vous allez cibler. Et lisez bien les contrats parce qu'il y a un tas de petits détails qui doivent être pris en considération quand vous comparez. Il ne faut pas que comparer des prix, il faut comparer les modalités de ces prestataires de paiement, le délai par exemple pour récupérer l'argent, qu'est-ce qui est exclu comme type d'opération, les éventuelles cautions qui peuvent vous être demandées, donc l'interface technique qui est proposée. Donc jetez bien un coup d'œil là-dessus. Alors, je vous parlais de moyens de paiement qui sont propres à certains pays. On va tout faire un petit tour simplement de nos pays limitrophes, hein, et Pays-Bas. Les Pays-Bas, pour des raisons un peu historiques, justement, on a très vite compris, évidemment, aux Pays-Bas, comme ailleurs, que les cartes de crédit telles que ça fonctionnait tout au début du web, c'était pas fiable, hein, et il y avait juste un champ où introduire un numéro de carte, c'était facile à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et donc, aux Pays-Bas, les principales banques se sont très vite entendues pour développer une plateforme technique qui permet d'éviter aux Néerlandais de mettre son vrai numéro de carte de crédit sur Internet. Et donc, il avait un système en fait qui virtualisait les cartes bancaires. Et ce système, il s'appelle iDeal. Donc, iDeal, hein, si je le prononce à la française. Hein. Et c'est un moyen qui donc existe depuis le début quasiment du web, que évidemment tout Néerlandais connaît. Et c'est le système vraiment dominant, puisque vous voyez qu'à peu près les 2 tiers du marché passent par ce moyen-là. Donc, si vous voulez vendre aux Pays-Bas et que vous ne proposez pas iDeal, vous excluez quasiment les 2 tiers du marché. C'est pas rien. Et c'est un peu bête. Parce que vous avez simplement mis un numéro de carte de crédit, enfin vous avez dit, non, vous avez dit j'accepte les paiements par carte de crédit uniquement. Voilà, vous allez avoir un tiers seulement de la clientèle qui va être contente. Et regardez, même pas un tiers, puisque on est à peu près, c'est un cinquième hein, qui va accepter cela. Parce que un autre moyen de paiement qui est encore relativement bien accepté aux Pays-Bas, c'est le prélèvement bancaire. Hein, le prélèvement SEPA dont je viens de dire quelques mots. Hein. Donc, vous voulez vendre aux Pays-Bas et que vous voulez pas vous mettre des bâtons dans les roues, oui, acceptez iDeal évidemment hein, comme moyen de paiement. Je vais d'ailleurs même vous dire, c'est un moyen de paiement qui est très peu coûteux en termes de commission. Donc, vous avez tout intérêt à prendre un prestataire qui propose techniquement ce moyen de paiement parce que c'est certainement moins coûteux que, en tout cas, accepter un paiement par carte de crédit. Parce qu'accéder à un paiement par carte de crédit, par parenthèse, ça va coûter plus cher quand on a un magasin en ligne que quand on a un magasin physique. Hein. Il y a des commissions plus élevées. Hein. Donc on est à des commissions qui dépassent le pourcent en ligne, qui peut être presque à 2%, tandis qu'en magasin physique, vous avez des taux qui sont inférieurs. Hein. Pareil pour Bancontact. Hein. Pour Bancontact, vous allez avoir des commissions nettement plus élevées en ligne que par rapport à un magasin physique. En France, bon, c'est un peu plus simple, sauf que si vous ne mettez pas le logo carte bleue, carte bancaire, le français, lui, va avoir peur. Il va se dire, qu'est-ce que c'est ça? En fait, ils ne savent pas tous très bien que le système Visa, enfin la plupart des cartes bleues françaises, la plupart des banques travaillent avec Visa. Et donc, quand ils ont une carte bleue qui est en fait une Visa, évidemment, ils peuvent acheter sur un site qui accepte les visas. Mais si vous mettez que le logo Visa, le français va peut-être pas être tout à fait, beaucoup vont pas forcément comprendre cela. Et puis, il faut dire que techniquement, dans certains cas, il y a des cartes bleues qui ne sont pas des visas, qui ne sont pas liées au système Visa, donc ça ne marchera pas. Donc, assurez-vous que votre prestataire, c'est bien accepté le système carte bleue, carte bancaire française. C'est un consortium de banques, hein, en fait, hein, qui est derrière. Et d'ailleurs, si vous
utiliser ce système-là techniquement, là aussi, ça va vous coûter moins cher en termes de commission que si vous acceptez le système Visa habituel, hein, ou le système Mastercard, hein. C'est 80% du marché, hein, ce moyen de paiement. Le deuxième, ben, vous voyez, on met portefeuille virtuel, mais en fait, c'est portefeuille en ligne, mais en fait, c'est surtout le PayPal, hein, qui est derrière. Et puis, ben, l'air de rien, heureusement, ça diminue, mais il y a encore le chèque, hein. Enfin, mode de paiement qui a disparu depuis 20 ans maintenant en Belgique, puisque quand l'euro est arrivé, ben, il y a eu un consensus entre le gouvernement et les banques pour faire disparaître ce moyen de paiement très coûteux pour les banques. Mais en France, il y a une résistance beaucoup plus importante par rapport à cela et des habitudes qui sont très tenaces. Et donc, bon, les générations font que ça diminue, mais les chèques restent encore nécessaires pour une partie de la population. Et donc, il y a des consommateurs, surtout âgés, qui vont être contents si vous leur proposez de pouvoir payer par chèque. Alors, tout à fait possible, mais ce que je vous recommande surtout pas de faire, c'est d'encaisser les chèques à une banque belge. Pour deux raisons. Première raison, c'est déjà une raison purement financière. Ça va vous coûter très cher en termes de frais, hein. Pour une petite opération, enfin une opération plutôt importante, je pense que, enfin, pour un e-commerçant, j'avais dû accepter qu'une entreprise me paye une prestation à 300 euros et j'ai eu pour plus de 60 euros de frais, hein, pour encaisser le chèque. Alors, vous pensez que pour un chèque de 60 euros, qui est souvent le panier moyen en e-commerce, vous allez vraiment plus avoir grand-chose qui va vous rester, hein. Il y a des frais fixes, il y a des frais variables, donc n'encaissez pas un chèque en Belgique en termes de commission. Et en plus, ben, s'il y a un problème, vous allez savoir beaucoup plus tard que si vous l'encaissez auprès d'une banque française. Donc arrangez-vous pour ouvrir un compte en France, c'est tout à fait évidemment autorisé, et encaisser ce chèque-là directement à une banque française. Ça va normalement vous coûter rien d'autre que les frais mensuels du compte, et vous allez être averti beaucoup plus vite si le chèque est en bois, hein. Donc, un chèque en bois, c'est une fraude, enfin, c'est une infraction pénale, évidemment, en France, hein, qui peut avoir des conséquences lourdes, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont quand même prêts à faire des chèques sans provision, hein. Donc, il y a un risque qui n'est pas négligeable d'être face à ce genre de situation. Voici un exemple d'une marque qui se positionne vraiment sur le marché français. Vous voyez qu'évidemment, ils acceptent les moyens de paiement que les Français sont habitués à voir, dont aussi Paylib, hein, qui est un système de paiement purement français, hein. Alors, autre grand marché, l'Allemagne. Et l'Allemagne, là aussi, c'est complètement différent des autres. Pour des raisons historiques, le prélèvement SEPA est le moyen de paiement numéro un. Donc en Allemagne, le consommateur a aucun souci à accorder à un e-commerçant un mandat pour retirer l'argent de la facture directement. Ça ne pose aucun problème psychologique en Allemagne. Je vais presque dire, ils sont très rationnels et surtout très bien informés. Le consommateur allemand est très bien informé, les associations de consommateurs sont très puissantes, ont de très bonnes entrées dans les organes de régulation et les organes législatifs. Et donc le consommateur sait très bien que c'est un mandat, que oui, il accepte cela, mais qu'à tout moment, il peut révoquer. Et je vais presque dire que parfois, il ne se gêne pas, le consommateur allemand, de révoquer cela. Il va le révoquer pour des bonnes raisons à ses yeux, mais qui ne sont pas forcément aux yeux du vendeur. Et la bonne raison en général du consommateur pour révoquer un mandat, c'est le colis, on m'a dit qu'il devait arriver dans les 5 jours ouvrables, je ne l'ai pas reçu, hein, j'attends le 6e jour, le 7e jour, je vais directement à l'interface de web banking et je vais annuler l'opération. Et je ne vais même pas me prévenir le vendeur, hein, je vais directement récupérer l'argent. On m'a dit que c'était dans les 5 jours, je n'ai pas reçu le colis, je récupère l'argent. Autant dire que le vendeur, il n'est pas content parce qu'il va découvrir ça beaucoup plus tard que l'argent, oui, il était sur son compte à un moment, puis la banque l'a récupéré automatiquement, hein. Donc, on ne peut pas faire opposition quand on est vendeur. L'argent, on l'a vu, et puis il disparaît.
C'est comme pareil, c'est pareil pour un chèque, hein, par parenthèse. Hein. Si vous acceptez un chèque français qui a une opposition après, ben, vous allez malheureusement voir que l'argent a été retiré par votre banque sans votre accord. Hein. C'est dans les contrats comme ça. Hein. Donc ici, attention, le consommateur allemand est très exigeant et va presque exploiter ce moyen de paiement pour faire pression sur le vendeur. Ah, vous ne m'avez pas servi correctement, je récupère l'argent tout de suite. Et dans certains cas, il y a même presque un peu, c'est pas un abus d'un point de vue légal, mais on utilise le système pour que parfois on achète pendant le mois un peu plus que ce qu'on est capable de faire. On craque sur certains produits, et puis à la fin du mois, quand on voit qu'on n'a plus assez d'argent sur le compte, eh ben, on fait un petit peu le petit point de tous les achats en ligne qu'on a fait, et on se dit, tiens, hein, ce petit truc-là, j'ai commandé le 15, le 15 juin, là, le 16 juin, ben, on se retrouve le 30 juin, on se retrouve avec plus d'argent sur son compte, et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans son interface de web banking, on va annuler les opérations pour pouvoir arriver à flot. Et évidemment, bah, quand le produit qui a été commandé le 16 juin, il arrive le 30 juin, et ben, le consommateur, il va retourner le produit en disant, ben voilà, je n'en veux pas. Il va faire valoir son droit de rétractation. Il va récupérer l'argent tout de suite. Il n'a pas besoin d'attendre que le vendeur lui le rembourse et il va pouvoir comme ça régler ses problèmes de fin de mois. Hein, s'il avait fait des achats de cette manière-là. Je vous raconte ça, c'est des situations que l'on voit en quantité. Hein, évidemment, c'est une petite proportion qui fait cela, mais une proportion qui le fait. Hein, il n'y a rien d'illégal. Et vous avez compris pourquoi le consommateur allemand il est assez soucieux d'acheter dans des boutiques en ligne où le retour est gratuit. Parce que déjà, il sait qu'il ne prend pas de risque. Et en plus, bah, voilà, par rapport à ce genre de situation, il pourra récupérer l'argent. Donc, intéressant de tenir compte de ces particularités. Hein. D'autres, enfin, je ne vais pas aller trop dans le détail. Hein. Vous voyez que la situation est différente selon les pays. Renseignez-vous en fonction des destinations. Par exemple, l'Italie est encore un pays où on accepte encore de beaucoup de payer en cash pour différentes raisons. Notamment qu'il y a une économie souterraine importante, hein, mais elle est aussi présente chez nous. Il ne faut pas non plus se voiler la face, hein, mais en Italie, ben oui, on aime payer en cash et acheter des produits en ligne, ben, ça laisse des traces. Et donc, on a trouvé des moyens pour payer en cash avec des genres de vouchers qui permettent, en allant chez le buraliste, hein, le marchand de tabac, de déposer de l'argent en cash et de recevoir un voucher, en fait, qui va être la preuve comme quoi on a déposé de l'argent en cash. Et ce voucher-là, on va le présenter au transporteur lorsqu'on reçoit le colis pour régler l'achat. C'est un moyen de paiement qui est assez courant et qui permet aussi de lever une crainte que l'Italien a de ne pas recevoir son colis. Il a peur aussi pour des raisons historiques, que le colis disparaisse, ne soit pas livré, soit volé ou autre. Et donc, c'est de moins en moins vrai. Hein, les statistiques de la poste italienne sont quand même beaucoup plus proches maintenant de ce qu'on trouve ailleurs, mais voilà, ça reste encore ancré, la crainte de ne pas recevoir son colis. Donc là, il sait que l'argent n'est pas va être donné lorsque le transporteur aura donné le colis et il ne sera pas donné en direct, ça sera déposé avant et il remet juste un voucher. Voilà, c'est juste pour vous illustrer la grande variété des moyens de paiement en Europe. Donc, tenez bien compte en fonction des pays des moyens de paiement qu'il faut proposer. Alors, plus vous vendez à l'étranger, plus le risque de fraude augmente. Alors, il n'y a pas de chiffres pour la Belgique, mais ici, j'ai quand même les chiffres en France qui montrent que le taux de fraude en e-commerce, quand on fait un paiement en France, donc un acheteur français qui achète sur un site français, vous voyez que le pourcentage de fraude, il est en dessous de 0,2% dans des transactions en ligne, donc c'est le premier bâtonnet orange. Par contre, quand on est à des transactions hors zone CEPA, mais qui peuvent être encore donc en Europe, hein, on dépasse le pourcent de fraude. Donc ça veut dire que
si on vend en France à des Français, donc on a 1 € fraudé, pour 620 €, on a 1 € fraudé, ben, euh, on a une proportion qui va être au-delà de 1% en dehors de l'Europe. Donc soyez évidemment plus vigilants quand vous vendez à l'international. Il y a beaucoup plus de moyens de contourner de l'argent. Ici, le temps me manque pour vous expliquer toute une série de situations rencontrées, mais redoublez de prudence quand vous vendez hors Europe, surtout quand vous acceptez des cartes de crédit non européennes. Hein. Ça, c'est peut-être l'élément le plus de vigilance numéro un. Soyez peut-être même parfois, dans certains cas, interdisez les cartes de crédit non européennes si votre marché est de façon complètement marginale en dehors de l'Europe. Alors, sachez qu'il y a des outils qui permettent de détecter la fraude et qui permettent surtout de donner un score de risque de fraude, parce que ces outils électroniques ne réduisent pas la fraude à 0%. Hein, ne faites pas d'illusions. On vous dit des outils de détection de la fraude, c'est des détections de certains modes de fraude, évidemment. Ce n'est pas une détection qui vous garantit zéro fraude. Hein. C'est comme en magasin physique, vous pouvez prendre autant de vigiles que vous voulez, et vous aurez toujours un risque de vol quand même dans votre magasin. Hein. Mais si vous n'avez pas de vigile, vous augmentez évidemment sensiblement les tentatives. Hein. Un petit mot sur la logistique. Ben, la logistique, là aussi, les habitudes sont différentes selon les pays. Vous voyez, rien que déjà dans le Benelux, on n'a pas tout à fait les mêmes choix de mode de livraison. En Belgique, je ne comprends pas trop bien, mais les consignes automatiques ont très peu de succès. Bon, il faut reconnaître que Bipost en fait vraiment très, très peu de promotions, alors qu'elles sont pourtant assez nombreuses. Il y en a plus de 200 maintenant. Voilà, un mode qui est peu utilisé, alors qu'au Luxembourg, il est vraiment très, très utilisé proportionnellement. Hein. Et chaque fois que moi, je donne des formations et j'accompagne des sociétés au Luxembourg, et je vois que c'est vraiment un mode très, très courant. Hein. Donc, les préférences de livraison, vous voyez, ne sont pas les mêmes hein, selon les pays dans le Benelux. Hein. En France, il faut, je presque dire, absolument proposer la livraison au point relais, parce que ça fait partie des habitudes en France d'aller retirer son colis dans un point relais. On fait en retournant du boulot un petit crochet vers un point relais pour acheter le journal ou acheter quelque chose en plus et de retirer le colis. Hein. C'est culturellement très bien marqué. Bon, il y a aussi un peu plus d'isolement, un peu plus de zones rurales auxquelles la livraison va peut-être pas être confortable. Et donc, on va prendre cela de façon pratique. En Allemagne, on adore les consignes. On adore les consignes automatiques, hein, donc les systèmes de locker, comme on dit en anglais. Hein. Donc, on va pouvoir, avec un code, ouvrir un coffre. Hein. Très pratique aussi pour les retours, en fait. Hein. Donc, je vous ai dit, l'Allemagne apprécie beaucoup les retours de colis. Au Royaume-Uni, on adore être livré aussi au travail, sur le lieu de travail. C'était une méthode très utilisée, évidemment, avant la pandémie actuelle. Hein. Donc, quand vous parlez de logistique, tenez compte qu'en e-commerce, la logistique, c'est pas que l'approvisionnement, évidemment, c'est ce qu'on appelle le fulfillment aussi, donc le stockage dans votre entreprise, le picking, la préparation des colis, l'emballage, la partie livraison, mais aussi la partie retour. Hein. Donc, il y a 4 segments vraiment à bien gérer au niveau de votre activité d'e-commerce. Hein. Alors, vous pourriez tout gérer à partir de la Belgique, et donc vous dire, je concentre tout en partie de la Belgique. Et bon, s'il y a un Espagnol qui me passe commande, ben, ça sera à partir de la Belgique. Méthode évidemment qui est peu coûteuse en termes de frais fixes. Vous avez un seul stock, un seul endroit. Mais au niveau du service, ben, l'espagnol, il va être servi peut-être à J+3, J+5 ou pire. Il va peut-être pas être très content. Alors, il y a peut-être une manière de gagner un peu de temps, c'est de ne pas de confier vos colis directement à la poste belge ou à un acteur belge en tout cas, et de l'acheminer en camionnette jusque, par exemple, Lille pour le marché français ou Barcelone pour le marché espagnol. Et donc, on fait ce qu'on appelle l'injection directe. Vous allez injecter directement les colis dans le pays en question, c'est dans le pays en question qu'on va livrer, qu'on va faire le dispatching, un hub qui va répartir les colis.
Une autre approche consiste à avoir plusieurs sièges, plusieurs stocks répartis, pas sièges, plutôt stocks en Europe. Donc ça va être plus coûteux en termes de frais fixes et en termes de trésorerie, puisque vous allez devoir stocker à plusieurs endroits. Par contre, l'expédition va être moins coûteuse, puisque vous allez profiter souvent d'une livraison aux tarifs nationaux de l'endroit où vous êtes, et les délais seront évidemment plus courts. Donc ça peut être intéressant pour un e-commerçant belge, on lui a recommandé d'avoir un entrepôt à Aix-la-Chapelle pour pouvoir livrer à J+1 le marché allemand, parce que le marché allemand était stratégique pour lui et que le consommateur, il veut avoir le produit tout de suite et il ne pouvait pas être le Belge en défaveur par rapport au marché, à ses concurrents allemands. On lui a recommandé ça parce qu'au début, il avait beaucoup de commandes et beaucoup de retours parce que, en fait, ses colis arrivaient trop tard. Et le consommateur, il avait préféré acheter chez un concurrent. Oui, parce que l'Allemand, il est capable d'acheter à plusieurs boutiques en même temps, hein, pour pouvoir avoir le produit le plus vite. Et il va prendre des boutiques où le retour est gratuit. Et donc, il va commander, par exemple, dans trois boutiques différentes. Et il va garder évidemment le premier produit qui arrive et les deux autres, il va les retourner. Comme ça, il est sûr d'avoir le produit rapidement. C'est légal, hein, c'est pas très écologique, hein, on est tous d'accord, hein, surtout que si c'est un vêtement et qu'on a pris 3 tailles à chaque fois, ça fait 9 produits qui arrivent, hein, quand même, hein, mais voilà, je vais vous dire, la réalité sur le terrain, c'est que ça ne dérange pas une partie de la population de faire ça, hein. C'est son droit, il n'y a rien d'illégal. Voilà, ou alors vous faites du dropshipping. Alors certains parmi vous savent, ont entendu parler de ce terme-là. Donc le dropshipping n'est pas quelque chose d'illégal, mais il est malheureusement très souvent détourné pour faire des choses illégales. Le dropshipping en tant que tel, ça veut dire qu'on demande directement au fabricant d'envoyer le produit, et donc on ne s'occupe pas de la logistique, hein. Alors, on peut le faire en interne, tout cela, ou on peut le sous-traiter, demander à une société spécialisée de le faire. Voilà quelques noms, sociétés spécialisées qui jouent ce genre de prestataires, qui sont prestataires logistiques dans le domaine de l'e-commerce. Il y en a qui sont des domaines internationaux, comme Radial, hein, qui est une filiale de Bipost, hein. Vous avez Logvad, hein, qui est à cheval entre la Belgique et la France, qui a des entrepôts des deux côtés, hein, qui peut aider à être présent sur ces marchés-là. Vous avez des acteurs plus locaux, des acteurs plus internationaux. Donc, n'hésitez pas à comparer ces différents acteurs. Et évidemment, on ne peut pas passer sous silence Amazon, hein, qui a de très nombreux entrepôts, dont un entrepôt près à Douai, hein, entre Douai et Lille, hein, qui dessert pour l'instant l'essentiel du marché belge, hein, et qui évidemment a un point d'injection où vous pouvez faire appel à Amazon pour livrer à l'étranger, hein. Donc c'est tout à fait possible, même une situation qui est assez confortable, hein. Parce qu'Amazon va gérer tout sauf l'approvisionnement, hein. Donc c'est à vous d'amener les produits jusqu'à un centre d'Amazon, mais après tout le reste, il s'en charge. Préparation des commandes, emballage, expédition, le retour, il le fait. Avec 5 grandes zones en Europe, hein, enfin il y en a bientôt 7, hein, il y a la Pologne qui se rajoute et les Pays-Bas. Et à partir de ces zones-là, il va gérer donc votre logistique. Je vais presque vous dire, pour l'instant, c'est la meilleure situation si vous n'avez pas beaucoup de volume et que vous voulez vendre au Royaume-Uni. Parce qu'ils vont gérer tous les tracas que vous auriez si vous vendiez en direct. Ils vont mettre le stock là-bas, c'est eux qui s'occupent de tout et vous allez vendre au Royaume-Uni. Donc, c'est parfois un bon plan de travailler par ce genre d'acteurs qui ont évidemment des économies d'échelle considérables, hein. Donc, il y a différentes manières de travailler avec eux, différentes tarifications, parce qu'évidemment, ce n'est pas gratuit, hein. Et il faut savoir que ça coûte plus cher si évidemment on ne vend pas ces produits sur Amazon, hein. Donc, la stratégie d'Amazon, c'est que vous fassiez tout par eux, hein, évidemment, hein. Voilà, il y a un petit simulateur qui vous permet de savoir combien Amazon va vous facturer l'envoi d'un colis. Alors, ils facturent l'envoi, mais ils facturent aussi le stockage, hein, évidemment, hein. Voilà, le défi, évidemment, si vous voulez le faire vous-même, hein, c'est de faire mieux qu'eux, hein. Ça, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. C'est parce que le consommateur, lui, il a tendance à nous comparer à eux, hein, évidemment, hein, puisque c'est devenu un peu le benchmark, l'élément de comparaison, hein.
Alors, il y a pas, je parle d'Amazon, mais il y en a plein d'autres, hein, de marketplace. Elles ne font pas toutes de la logistique, hein, c'est plutôt rare, hein, celles qui proposent un service de logistique en plus. Ici, je vous en mets des noms pour ceux qui envisagent une extension hors Europe, notamment, de tenir compte des acteurs qui se trouvent dans certains pays, hein. Les marketplaces qui ont du succès ne sont pas les mêmes partout non plus, hein. Donc en Belgique, Amazon est numéro un, mais vous voyez que dans d'autres pays, Amazon n'est pas numéro un, hein. C'est souvent un autre américain, hein, notamment eBay, mais c'est très variable, hein. Donc tenez compte de la livraison, mais tenez compte aussi des retours. Et là, pour un petit mot, j'ai déjà souligné à 2 reprises, hein, l'Allemagne est un pays où on engendre un très grand taux de retour de colis. C'est à prendre à tenir compte dans votre calcul économique parce qu'on ne peut pas y éviter. Si vous ne proposez pas le retour, enfin, de toute façon, légalement, vous êtes obligé de proposer le retour pendant les 14 premiers jours, mais si vous ne proposez pas le retour gratuit, bien difficile de vous faire une place sur ce marché-là. Pays-Bas aussi, ils ne sont pas non plus très attentifs quand ils achètent, enfin, ou très soucieux. Au Royaume-Uni, pareil, on est habitué à savoir que on a un droit de rétractation et on ne va pas se gêner de l'utiliser. Vous voyez que les marchés un peu moins mûrs, eux, ben, sont un peu plus raisonnables en ce terme-là. En Belgique, le taux de retour est plutôt raisonnable, hein, beaucoup moins important que ce que beaucoup s'imaginent, hein. Donc surtout si on ne vend pas des produits de mode, attendez-vous à des taux de retour qui sont plutôt de l'ordre de 2%, hein, en Belgique. Les retours, ça coûte plus cher que l'aller, hein, donc tenez compte de ça aussi dans votre calcul économique. Et puis les retours, ben, ça peut se faire dans différentes manières, hein. En Allemagne, ben, voilà, les bureaux de poste sont bien utilisés pour les retours. En France, on va utiliser les points relais, évidemment, hein, c'est pratique. Il faut tenir compte aussi de ces particularités dans chacun des pays, hein. Voilà, alors dernier point qu'on va voir ensemble, mais on ne va pas le détailler puisqu'il y a des webinaires spécifiques à cela, c'est la réglementation, c'est la TVA, la fiscalité qui va s'appliquer. Alors, un petit clin d'œil par rapport au film Rien à déclarer, que vous avez peut-être vu il y a une bonne dizaine d'années, là, avec 2 acteurs bien connus qui parlaient de triste disparition des frontières entre la Belgique et la France. Bah oui, il y avait plus de douaniers, on les a un petit peu revus l'année dernière, hein, pour d'autres raisons, mais ils avaient disparu. Et parce qu'il y a un marché unique qui s'est créé. Est-ce qu'il y a vraiment un marché unique de l'e-commerce? Ben, on peut dire d'une certaine manière, il y a quand même eu 2 grands progrès, parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui est arrivée en vigueur en 2014, auquel j'ai eu l'occasion d'aborder ça lors du webinaire de lundi dernier, que vous pourrez revoir en replay si vous le souhaitez, qui apporte l'harmonisation de la réglementation sur la protection du consommateur quand il achète à distance, quand il achète en ligne. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est harmonisé partout en Europe, à l'époque les 28 pays. Donc pour l'instant, le Royaume-Uni a toujours cette même réglementation. Et donc, on sait que ça fonctionne de la même manière, par exemple, le droit de rétractation dans tous ces pays-là, que les mentions légales sont les mêmes dans tous les pays. Donc, c'est quand même plus simple maintenant que de devoir se préoccuper des petites nuances qu'il y avait dans chacun des pays. Pareil au niveau de la protection des données, puisque vous savez, le fameux RGPD, ou GDPR en anglais, il a harmonisé cela au niveau européen depuis maintenant 3 ans. Et donc, quand on fait du marketing en ligne, ben, c'est censé fonctionner de la même manière, hein. Bah, pour l'instant, c'est censé fonctionner de la même manière, mais c'est pas censé être contrôlé de la même manière. Enfin, c'est pas contrôlé de la même manière, disons, hein. Donc, il y a des pays qui contrôlent beaucoup mieux que d'autres. Et ben, on connaît certains pays qui sont pour l'instant en procédure d'infraction par rapport à l'Union européenne, et ces pays-là ne sont pas très éloignés d'ici, hein. Pour ne pas dire être ici, hein. Donc il y a un tas de soucis évidemment par rapport à cette réglementation-là. Mais les règles de base sont les mêmes et on peut s'attendre quand même que dans les prochains mois, prochaines années, ça soit beaucoup plus simple de s'y retrouver, par exemple par rapport aux cookies, hein, ces fameuses bandeaux d'annonces qu'on doit mettre. Pour l'instant, l'interprétation est encore un peu variable selon les pays, et surtout la manière de contrôler n'est pas encore la même. Mais voilà, il y a des progrès parce qu'avant c'était encore beaucoup plus un patchwork. Alors il y a quand même des points qui sont toujours pas réglés.
il y a des règles nationales d'accès à la profession dans certains pays. Il y a l'homologation de certains produits qui varient enfin, de certains produits qui varient selon les pays. L'étiquetage n'est pas toujours les mêmes. Les dates des soldes, hein, vous le savez, hein, les consommateurs, on peut parfois en profiter, mais quand on est e-commerçant et quand on vend en ligne, c'est très, très désagréable, évidemment, que les dates des soldes ne soient pas harmonisées au niveau européen, hein, puisque vous ne pouvez pas vendre un tel produit soldé à un pays, mais vous pouvez le vendre à un autre, hein. On va voir encore ce casse-tête-là dans les prochains jours, puisque tout a encore changé avec la crise, hein. Dans certains pays, comme l'Allemagne, il y a des écotaxes en quantité. En Belgique, ben, il y a quasiment rien à ce niveau-là, hein. Il y a juste pour les boissons minérales. Il y a des taxes pour les emballages, des taxes pour le recyclage des piles. Enfin, il y a les droits d'auteur. Il y a toute une série de taxes. En France, on vient de rajouter encore une taxe au niveau des droits d'auteur pour la vente de produits numériques. Et ça fait les débats puisque ces taxes-là s'appliquent même pour les produits recyclés en seconde main. Donc, ouais, il y a tout le temps des nouvelles réglementations qui s'appliquent, auxquelles on doit malheureusement tenir compte si on vend dans ces différents pays. Et puis, il y a les accises pour certains produits. Vous vendez de l'alcool, vous vendez du tabac, c'est surtout l'alcool en ligne qui va être concerné. Ben oui, il faudra appliquer les accises. Et là, les accises, c'est purement national. Il n'y a pas d'harmonisation, si ce n'est les règles de base. Mais les montants varient. Et la fameuse TVA, bah oui, tout ce qui est fiscalité devant nécessiter l'accord maintenant des 27 pays, ben, c'est compliqué à avoir cette unanimité et donc l'harmonisation on y est très très loin. Les taux de TVA varient de façon sensible quand même encore, hein. Entre 17% au Luxembourg et 27% en Hongrie, il y a une belle marge quand même de différence et on peut même presque dire c'est entre 0 et 27%, puisqu'il y a des pays qui appliquent un taux de TVA de 0%. Il y avait le Royaume-Uni, encore l'Irlande, pour pas mal de produits, de produits courants, produits de première nécessité en tout cas. Il y a des taux réduits, des taux super réduits. Enfin, c'est hyper compliqué à suivre tout cela. Donc, je vous invite, si vous voulez y voir clair, à assister au webinaire demain matin qui aborde la TVA, parce qu'en plus, les règles vont changer très prochainement, hein, le 1er juillet. Alors, c'est assez facile de le vendre en B2B, parce que là, il n'y a pas besoin on peut facturer la plupart du temps hors TVA. On vous expliquera quand même que, attention, il faut absolument bien vérifier le numéro de TVA de votre acheteur, hein. Vous ne pouvez pas fermer les yeux, vous devez faire un contrôle actif que le numéro est bien valide, qu'il s'agit bien de la société qui est acheteur, parce que ce qui se passe comme fraude, c'est beaucoup de consommateurs qui sont passés pour des entreprises de manière à acheter le produit sans TVA, hein, ce qui est une fraude, mais beaucoup de consommateurs ne le savent pas. Et en fait, vous, si vous êtes complice de cette fraude-là en tant qu'acheteur, en tant que vendeur, ben, vous allez, vous allez plutôt ne pas apprécier parce que ben, vous allez devoir payer la TVA en Belgique, évidemment, et alors que vous n'avez pas pu obtenir l'argent de la part de l'acheteur, hein. Donc, quand on fait une opération B2B intracommunautaire, soyez très attentifs à ça. En B2C, ben, la règle de base maintenant, c'est vous allez devoir appliquer la TVA du pays du consommateur. Mais bon, je vous invite donc à écouter la conférence de demain pour bien comprendre les différentes situations qui est possible, qui sont un petit peu résumées dans ce schéma-ci, hein. Voilà, pour conclure, donc vous voyez, il y a beaucoup d'opportunités à saisir, à se développer à l'international. Il faut vraiment considérer que l'e-commerce ne peut quasiment pas se concevoir comme étant un e-commerce purement national. Alors, il y a évidemment des sociétés je prends l'exemple d'e-Farms à Bruxelles, hein, qui cartonnent en ayant une stratégie purement nationale, tout à fait a tout à fait une taille critique dans ce créneau-là, qui est assez large, hein, qui est en fait une épicerie en ligne. Par contre, dans beaucoup d'autres créneaux, ben, il faudra, pour développer son activité, le faire à l'international. Et ben, l'e-commerce est quand même une manière de le faire de façon beaucoup plus confortable qu'on pouvait le faire auparavant. Néanmoins, il y a quand même 3 points d'attention importants. Le paiement, vous l'avez vu, où il faut proposer les moyens de paiement qui créent la confiance chez le consommateur.
Proposer un service de livraison tip-top, donc il faut être hyper bien organisé au niveau pour avoir un délai de livraison qui soit bien respecté. Dans certains cas, vous allez vous dire, ben oui, peut-être mieux de passer par une marketplace qui va faire ça à ma place plutôt que de le faire moi-même. C'est vous qui allez un peu peser le pour et le contre. Et bah, oui, le marché unique de l'e-commerce, il n'est encore que partiel. Et donc, tenez bien compte de la TVA intracommunautaire. Tenez compte que ça va être un peu d'administratif que vous allez devoir euh, 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 réaliser pour être en ordre parce que bah oui, vous allez devoir appliquer la TVA du pays du consommateur et donc il faudra récolter, avoir l'information par rapport à cela, facturer directement correctement et reverser la TVA en l'ayant correctement établie. Voilà, donc ça ne doit pas vous effrayer, il faut passer faut passer à la vitesse supérieure, ne restez pas à vous dire bah, on fait bien comme ça pour l'instant, je ne change pas, non, on est dans un monde qui bouge et il va bouger encore un peu plus vite maintenant, hein, parce que le numérique est entré dans les habitudes du consommateur, on peut s'attendre quand même à une forte croissance dans ce deuxième semestre, hein, et donc, ne restez pas à ne pas bouger, ça va changer, ça va peut-être même être un peu bousculé dans le domaine de l'e-commerce. Alors, quelques petites ressources, ben, si vous souhaitez en savoir plus là-dessus, il y a un article qu'on a bien détaillé sur le site retis.be/e-commerce-international. Vous trouverez pas mal d'informations sur ce que je vous ai donné et que je n'ai pas pu détailler. Ceux qui veulent passer à l'action, sachez qu'il y a des primes financières qui existent, hein. Alors, je mets ici en évidence la prime qui existe en région bruxelloise, la prime web, hein, qui vous permet de récupérer entre 40 et 60% du conseil que vous auriez besoin de faire appel à une société comme la nôtre, ou vous souhaitez avoir besoin de quelqu'un pour développer votre site, vous pouvez obtenir une prime qui va jusqu'à 5 000 euros. Et comme je sais qu'il y a parmi vous aussi des gens qui ne sont pas de la région bruxelloise, puisque c'est un webinaire, il y a aussi une aide existante en région wallonne qui s'appelle Chèque Maturité Numérique, qui est un peu plus généreuse en termes de montant, mais qui est un peu plus limitative puisque c'est juste du conseil qui peut être pris en charge de ce côté-là, jusqu'à 75% des conseils qui peuvent être financés. Donc, vous avez encore moins d'excuses. Les pouvoirs publics vous aident à passer à l'action dans le domaine du numérique. Voilà, j'ai essayé de brosser un petit peu tous ces défis-là et je serais ravi de répondre à vos questions. Et pour ceux que je n'aurais pas eu l'occasion de répondre à ce moment-là, vous avez mes coordonnées de contact si nécessaire. Merci Damien, superbe présentation très complète, y compris les aides, puisqu'il y avait des questions d'entreprises qui souhaitaient faire appel à des consultants, et donc vous avez bien fait de le souligner. En région Wallonne, il y a des aides, à Bruxelles, il y a des aides de 40 à 60% pour se faire appuyer par un conseiller, un consultant comme vous, qui ne doit pas nécessairement être bruxellois, qui peut même être étranger dans le cas de la région bruxelloise, et donc c'est un moyen d'avancer plus vite. J'ai quelques petites questions sur les moyens de paiement. Est-ce qu'il y a au niveau de l'Europe, vous avez bien parlé de toutes les spécificités géographiques et de l'importance de quand même avoir des plateformes locales, mais on a la question quand même d'avoir, tiens, quel est le moyen de paiement qui serait le plus large au niveau de l'Union européenne, et est-ce qu'il est possible de combiner plusieurs moyens de paiement sur son site web? Oui, j'aurais dû bien le préciser. Oui, au contraire, vous avez tout intérêt à proposer plusieurs moyens de paiement. Je vais presque dire presque le plus possible. Mais en tout cas, il faut panacher. Déjà, d'un point de vue psychologique, le consommateur, il a besoin d'être assuré de voir que vous ne lui forcez pas la main, vous ne lui forcez pas d'accepter un seul moyen de paiement. Donc, déjà, en tant que tel, proposez-en plusieurs. Et puis, vous avez vu, dans certains pays, il y a un moyen spécifique. Et donc, si vous voulez vendre en Europe, vous êtes vite à une petite dizaine de moyens de paiement différents à proposer.
Évidemment, je vous ai donné les deux principaux qui sont les cartes de crédit et PayPal qui sont valables partout, et en particulier aux États-Unis, évidemment, où là, ça sera vraiment les moyens de paiement dominants. En Europe, ben, ils sont acceptés partout, mais vous avez vu que dans certains pays, ben, ils sont quand même très marginaux, ces moyens de paiement. Donc, vous contenter de proposer que cela n'est pas suffisant. C'est ce que j'ai vraiment voulu accentuer. Je vois le nombre de sociétés qui viennent nous consulter, ils ont un taux de conversion très faible. Ils ont très peu de gens. Ils ont dépensé parfois beaucoup d'argent pour faire venir des visiteurs sur leur site en marketing. Et puis, les gens qui sont sur leur site, eh ben, il n'y a même pas 1% qui achètent. Pourquoi ils n'achètent pas? Ben, ça peut être beaucoup de raisons, mais une des raisons était il n'y a qu'un moyen de paiement et c'est même pas un moyen de paiement auquel ils ont confiance ou qui est leur moyen de paiement préféré. Alors, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils ont en général ouvert d'autres onglets sur leur navigateur, ils ont vu des concurrents, ils ont vu qu'un autre leur propose ce qu'ils ont envie, ben, même si vous êtes un tout petit peu moins cher, c'est pas sûr que vous allez l'emporter. Donc, donnez-vous le maximum de chance, montrez-vous très ouvert. Bah, j'ai un peu comparé, c'est peut-être un peu une image qui n'est pas tout à fait juste, mais c'est un petit peu comme si vous demandiez, enfin, si à l'entrée de votre magasin physique, vous avez prévu que la hauteur de votre porte, elle est d'1,80 m, parce que vous dites que la moitié de la population a moins d'1,80 m, il peut passer en dessous en dessous de votre porte, et les autres, ils doivent se baisser pour passer. Bon, il y en a qui vont se dire, bah, non, je ne veux pas aller dans ce magasin-là. Hein, je n'ai pas envie de faire cet effort-là. Et au contraire, un magasin qui veut qu'il y ait des gens, il va avoir des portes automatiques, hein, où la personne n'a même pas besoin de faire l'effort d'ouvrir la porte. Je veux presque dire, c'est pareil, vous ayez ce même raisonnement en ligne, faciliter le travail de l'acheteur. Il faut vraiment qu'ils se disent, oh, bah, c'est simple et agréable d'acheter. Mais voilà, j'ai des questions où il y a moyen de se prendre le chambranle de la porte sur la TVA, mais ça, je propose que peut-être on les aborde demain. C'est sur effectivement le mini guichet TVA européen et comment déclarer ces ventes là-dedans. Ça fera l'objet du séminaire de demain. Une question peut-être à laquelle on peut répondre, que je peux peut-être vous poser, c'est, tiens, est-ce qu'on peut vendre sur Amazon UK avec un numéro de TVA belge? Et comment ça se passe dans le dropshipping avec le Royaume-Uni maintenant qu'il y a le Brexit? Bon, ça aussi, on aura un webinaire spécifique sur le Brexit, mais si vous avez déjà la réponse à ça, ou on met ça à vendredi. Surtout par rapport à la TVA demain, hein, je pense. Hein, Ouais, c'est la TVA demain. Ouais. comme précisé, le dropshipping n'est pas est une manière c'est juste une manière de De livrer, mais en stocker. tant que tel, Ouais. c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Et attention, justement hier encore, le SPF Économie faisait une communication attirant l'attention des consommateurs sur le nombre considérable, hein, de fraudeurs au niveau du dropshipping. Donc le dropshipping est une manière tout à fait légale normalement de faire du commerce, mais complètement détournée par certains pour vendre des produits contrefaits, pour vendre des produits qui ne sont pas dans les normes, pour ne pas évidemment honorer la TVA aussi. Hein. Donc bah, vous vendez au Royaume-Uni en dropshipping de la même manière que normalement que n'importe quel autre acteur, et bah, la manière va s'appliquer, bah, c'est maintenant une exportation évidemment. Hein. Vous vendez au Royaume-Uni, donc vous allez pouvoir en fait, si vous voulez ne pas vous faire, espérer avoir des achats au Royaume-Uni, évidemment, vous allez devoir faire les formalités douanières à la place du consommateur. Donc, sinon, il va pas accepter Mhm. d'acheter chez vous. Et donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ben, vous allez devoir facturer donc hors TVA, mais vous allez faire les formalités de paiement de la TVA britannique pour que le produit puisse entrer sans problème au Royaume-Uni et que le consommateur ne doive pas payer les frais pour récupérer le colis parce que en plus de la TVA, lui, il va devoir payer évidemment des frais forfaitaires du transporteur qui sont souvent de l'ordre d'une vingtaine ou d'une trentaine d'euros. Donc ça va faire exploser la commande. Et donc maintenant, le consommateur britannique, il sait très bien cela et il va choisir une plateforme de quelqu'un qui est en Union européenne qui lui garantit qu'il n'aura rien d'autre à payer. Puis légalement, si vous orientez votre vente vers le Royaume-Uni, vous êtes censé avoir fait toutes les démarches pour pouvoir proposer un prix net. Hein.
d'accord. Enfin, la solution peut être aussi de prendre un distributeur à qui on facture en B2B, qui prend sa commission sur les ventes et qui se débrouille pour facturer le particulier au Royaume-Uni. Et ça évite de faire des déclarations à chaque vente. Mais bon, ça suppose qu'il y ait du volume. Et Voilà. puis, il y a un partage de la commission aussi enfin, qui a un impact sur la marge sur les ventes. On a parlé, moi je ne sais pas, je ne suis pas trop les aides en Flandre. Vous avez dit qu'en Wallonie, il y avait plus ou moins le même subside, une intervention aussi dans les frais de consultance. Est-ce que vous avez une idée sur la Flandre? Moi, j'ai aucune idée sur la Flandre s'il y a ce type d'aide aussi. Oui, il y a un système qui s'appelle KMO portefeuille, enfin portefeuille PME en traduisant, Ouais, d'accord. qui permet à des entreprises d'avoir un ensemble d'aides à l'intérieur de différentes, enfin, d'une enveloppe et dans lequel il peut solliciter différentes aides. Mais bon, en Flandre, la stratégie est plutôt de limiter maintenant ce genre d'aide et donc vous trouverez des aides qui sont beaucoup moins généreuses, par exemple par rapport à la Wallonie, hein. Donc là, il y a pas photo à ce niveau-là. Bon, il y a d'autres avantages d'être en Flandre, mais là, au niveau aide, ils n'ont pas choisi cette manière d'aider les entreprises. Ok, on a beaucoup parlé d'exportation de biens. Qu'en est-il des exportations de services où là, il y a pas trop de volets logistiques. Comment est-ce que ça se développe, la vente de prestations de consultance par Internet? Il y a des plateformes qui émergent pour des professionnels du conseil. Il y a des choses euh, voilà, qui se développent là-dedans ou ça reste. Oui, bah, voilà, on peut faire appel à des marketplaces hein, qui sont dans ce domaine-là, qui mettent en relation, par exemple, des graphistes hein, avec des entreprises qui ont besoin de services de graphistes. Et donc, les marketplaces vont prendre une commission sur la mise en relation. Et on peut évidemment vendre ces services en direct. Vendre des services en ligne, évidemment, c'est beaucoup plus facile que de vendre des produits par rapport à cette partie de la livraison. Par contre, il peut y avoir d'autres aspects à prendre en considération. C'est qu'un service peut être dupliqué, enfin, certains types je vais prendre une formation en ligne, peut être piraté. Donc, il y a d'autres problématiques aussi à prendre en considération. Il y a d'autres réglementations. Certaines activités, il y a des professions réglementées. Il faut tenir bien compte de ce qu'on a comme obligation dans certains pays, soit légal, soit déontologique. Donc renseignez-vous quand même, mais c'est vrai que en général, la vente. Nous, on accompagne d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui sont dans le domaine du service et dans le B2B. Il y a de moins en moins de niches intéressantes à prendre en B2C. Surtout à l'international, parce qu'il y a des grands acteurs et bon, on est un peu trop. Ceux qui veulent se lancer en B2C, ben, ça devient un peu tard maintenant de le faire, hein. Il est encore possible, hein, mais en tout cas, il n'y a plus de grands créneaux faciles à prendre. En B2B, c'est un peu plus. Il faut reconnaître que la crise a complètement accéléré Mhm. le processus d'achat en ligne des entreprises. Et donc là, il y a probablement encore beaucoup d'opportunités. C'est ce que l'on voit pour l'instant dans les demandes qui arrivent. Mais ce n'est pas l'Eldorado non plus, hein. Je vois le nombre d'entreprises. Certains disent, ah, l'e-commerce, vous travaillez dans un domaine qui est en plein boom. Je dois leur dire, regardez mes clients que nous avions avant la crise, il y en a certains qui sont en pleine difficulté financière parce qu'en fait, ils étaient positionnés la fourniture de tickets de spectacle par exemple, tickets de transport. Et là, je peux vous dire que on a des taux de baisse de chiffre d'affaires qui dépassent les 80%. Donc, il y a certaines sociétés dont on ne sait pas si elles vont passer l'année, tellement elles sont en difficulté. Pourtant, ce sont des pure players en e-commerce, hein, donc c'est pas du tout uniforme, contrairement à ce que certains s'imaginent, hein. Donc, vous voyez, il y a des opportunités, puis parfois des menaces ou des choses imprévues qui vont tout changer, hein. C'est vrai que le monde actuel n'est pas évident pour la prévision.
C'est pas ce qu'il y a de plus immédiat. Je vois que j'ai encore beaucoup de questions sur la TVA. Bon, et comme on va les remettre à demain. J'ai une question sur les frais de douane. Ben voilà, est-ce que ça s'applique dès le premier euro? Ben, Ça, je pense quand qu'on va on, ils vont en parler demain au niveau de la TVA. Enfin, je pourrais vous répondre à cela, mais il y a comme un On webinaire. va parler, on va parler demain TVA, douane. Ben oui, Enfin, il c'est y un peu lié avait. en fait, hein, parce que donc dès que vous vendez, dès que vous exportez un produit, un paquet qui dépasse 150 euros de valeur, vous allez devoir, outre le système de MOS qu'on vous expliquera, enfin d'OS demain qu'on vous expliquera, de plateforme, ne pourra plus fonctionner pour des ventes qui dépassent les 150 euros. Et en plus, c'est le seuil à partir duquel va s'appliquer les taxes de douane. Donc, quand vous importez en tout cas un produit, ça sera ce seuil-là. Donc, vous importez un produit qui vient de Chine et qui dépasse 150 euros, vous allez devoir faire les formalités spécifiques d'importation de ce produit-là. Vous allez donc payer la TVA dessus et lors de la formalité, et puis les éventuelles taxes de douane. Taxes de douane, en fait, c'est un terme qui est un peu galvaudé. Parce que en fait, ce sont des taxes d'importation qui sont établies à la suite de non-accords ou d'accords partiels entre deux blocs économiques. En fait, ces taxes sont assez limitées, hein, même par rapport à la Chine. Hein. Donc, il y a un tas de produits où il n'y a pas de taxes. Hein, les produits électroniques, par exemple, ne sont pas soumis à des taxes, si je me rappelle bien. Il y a toute une série de domaines où il n'y a pas de taxes d'importation par rapport à la Chine. Et quand elles existent, ce sont souvent des pourcentages qui sont assez faibles. Par contre, ce que les gens ont comme idée quand on parle de taxes de douane, c'est en fait un montant qui comprend parfois ces taxes d'importation, mais incorpore tout le temps la TVA, hein, qui est pour l'instant fortement fraudée. Hein, donc, quand on dit taxe de douane, en fait, c'est souvent la TVA. Et puis, il y a un montant administratif qui est perçu par la société de transport. Je le disais, c'est souvent 20, 30 euros que va demander Bipost, TNT, UPS ou autres, pour avoir fait les formalités douanières à votre place. Et donc, ça va faire des gros montants, surtout parce qu'il y a ces montants forfaitaires, mais si on tient compte juste des taxes à importation, c'est très faible. Donc, vous, en tant que e-commerçant, ne vous dites pas que c'est là-dessus que vous allez voir beaucoup d'argent disparaître, hein, entre guillemets. Hein. La Et TVA, donc, évidemment, là, ça a un impact. Et pour tous ceux qui font du dropshipping et qui, pour l'instant, fraudaient, oui, ça va faire un changement assez brutal le 1er juillet, puisque bah là, ça sera bien difficile maintenant, normalement, d'éluder la TVA. Il n'y aura plus de la franchise, enfin, le seuil de tolérance en dessous pour les produits qui étaient déclarés en dessous de 22 euros va disparaître. Tout produit va devoir, en arrivant en Europe, être enfin, le vendeur va devoir payer la TVA du pays de l'acheteur. tout à fait. Et donc, pour ce qui est des droits de douane, de toute façon, il y a moyen de voir tout ça sur Market Access, qui est une base de données européenne qui, par code de produit, indique les droits qui sont à payer. Et bien sûr, comme le disait Damien, il y a des fees administratifs. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut être attentif parce que c'est là-dessus que les montants les plus significatifs seront imputés. Voilà, je vois que nous n'avons plus de questions supplémentaires. Grand merci à vous tous. Merci, merci Damien. Bonne continuation. Et voilà, j'espère qu'on se reverra dans d'autres événements sur l'e-commerce. On avait prévu, Damien, de faire un événement physique cette année sur l'e-commerce et sur l'e-commerce à l'international. Bah, c'est quelque chose qui est partie remise puisque le contexte ne s'y prêtait pas et on espère que l'année prochaine on arrivera à faire un événement en tout cas avec des stands, avec des séminaires, avec de la présence, avec des rendez-vous qui soient liés à l'e-commerce dans un monde meilleur. Voilà. Grand merci à vous, merci Damien et bonne Bon, journée.